Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La dissolution du ministère des Travaux publics au Gabon, une décision prise par le président Ali Bongo Ondimba. C'est désormais la primature qui s'attellera à la gestion des travaux publics. Bonne nouvelle pour l'Afrique, un rapport de l'Organisation mondiale de la santé a révélé une augmentation de l'espérance de vie de près de 10 ans par personne sur le continent. Et puis plus que quelques mois avant l'ouverture de la 14e édition du Festival international de la mode en Afrique, Alpha Dy, le président fondateur du FIMA, sera avec nous en fin d'édition pour en parler. Mais tout d'abord, la rue grondée ce mardi 13 septembre au Soudan. Des milliers de Soudanais ont une nouvelle fois investi les rues de la capitale, Khartoum, pour demander le départ des militaires au pouvoir. Une colère qui s'intensifie depuis le coup d'État du 25 octobre 2021. Mais ces manifestations sont souvent synonymes de répression et d'arrestation arbitraire. Selon des sources médicales, plus de 110 personnes sont décédées durant ces mobilisations. En juillet dernier, l'homme fort du pays, le général Abdel Fattah al-Burhan, semblait annoncer un geste d'apaisement. Il avait indiqué que l'armée ne participerait plus au dialogue, mais cette annonce n'a pas fait de l'unanimité dans les rangs des forces pour la liberté et le changement. La coalition qui regroupe des partis politiques et des associations avait rejeté cette décision en appelant les Soudanais à poursuivre la mobilisation. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a décidé de dissoudre le ministère des Travaux publics. En cause, la détérioration des voies urbaines qui a suscité un mécontentement global auprès des Gabonais. D'après un communiqué des autorités publié le 12 septembre, le chef de l'État aurait également constaté des lenteurs dans la réhabilitation du réseau routier national. Les détails avec Marie-Colette Babasagana. Dans un décret signé lundi 12 septembre 2022 et lu par la première ministre Rose Christiane Raponda, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba dissout le ministère des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures. Une décision qui fait suite aux lenteurs observées dans la réhabilitation du réseau routier national. Compte tenu des très nombreuses récriminations des populations concernant la forte dégradation des voiries urbaines de notre pays, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, exprime sa colère par rapport aux lenteurs constamment observées et dénoncées par lui dans la réhabilitation du réseau routier national. Aussi, par décret du président de la République, chef de l'État, en date de ce jour, le ministère des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures est-il dissous. Dans son discours de vœux à la nation pour l'année 2022, le président Ali Bongo Ondimba avait annoncé d'importantes activités dans le secteur routier. L'objectif étant de désenclaver les voies publiques et lutter contre l'état d'insalubrité persistant et croissant dans le pays. Pour permettre à chacun de mieux circuler, se déplacer, de nombreux projets routiers, jusqu'alors à l'arrêt, ont été relancés. Certains sont même déjà achevés. C'est le cas de plusieurs dizaines de kilomètres de réseau routier dans Libreville et Ovendo, ou encore à Oyem, Pont-Gentil, Mouila, Chibanga ou Makoukou. Le 16 août 2022, à la veille de la célébration du 72e anniversaire de l'accession du Gabon à l'indépendance, le président Ali Bongo avait fait l'annonce, entre autres, d'un investissement de près de 50 milliards de francs CFA pour des projets routiers d'ici août 2023. Une enveloppe de plus de 50 milliards permettra la réalisation de nouveaux tronçons, aussi bien dans le Grand Libreville que dans les agglomérations de l'intérieur du pays. Précisons qu'il a été créé au sein des services du Premier ministre un département en charge des travaux publics, de l'équipement et des infrastructures. Si le personnel du ministère dissous est mis à la disposition de la primature, Léon Amel Mbouda Balossi, son administrateur, a quant à lui été limogé.
En Afrique, la mise en œuvre des politiques de santé ou encore l'augmentation des investissements pour renforcer ce secteur ont porté leurs fruits. D'après un rapport d'évaluation de l'Organisation mondiale de la santé, l'espérance de vie en bonne santé en Afrique a augmenté d'une moyenne de 10 ans par personne. Dans les détails, elle est passée de 46 ans en 2000 à 56 ans en 2019. Quels efforts le continent doit-il encore déployer pour faire progresser cette tendance? Élément de réponse avec Paul-Marcel Mayagui. En Afrique, on vit mieux. L'espérance de vie en bonne santé sur le continent a augmenté d'une moyenne de 10 ans entre 2000 et 2019, passant de 46 à 56 ans. Un chiffre inférieur à la moyenne mondiale de 64 ans, malgré le fait que l'Afrique soit le continent ayant le plus progressé ces 20 dernières années en matière d'espérance de vie en bonne santé selon l'Organisation mondiale de la santé. L'augmentation sensible de l'expérience de vie en bonne santé ces 2 dernières décennies témoigne de la volonté de la région d'améliorer la santé et le bien-être de la population. Fondamentalement, cela signifie que plus de personnes vivent en meilleure santé et plus longtemps avec moins de menaces de maladies infectieuses et jouissent d'un meilleur accès aux soins et aux services de prévention des maladies. Si vieillir en Afrique tout en restant en bonne santé n'est plus une chimère, c'est grâce aux progrès réalisés sur le continent en matière de santé, que ce soit dans le domaine de la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile, ainsi que des avancées réalisées dans le domaine de la lutte contre les maladies infectieuses. Dans l'ensemble, la couverture des services de santé essentiels s'est améliorée pour atteindre 46% en 2019 contre 24% en 2000. Nous ne devons pas rester sur nos lauriers en se disant que les choses sont en train d'être faites. N'oublions pas que malgré le fait qu'on ait introduit la prévention et le traitement des maladies infectieuses, nous avons par contre des maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète et d'autres maladies qui sont non transmissibles. Et le cancer qui est en train de gagner beaucoup de terrain et qui pourrait entraîner une baisse de cette hausse de l'espérance de vie en bonne santé. Alors en Afrique devait consacrer beaucoup de moyens au niveau du budget pour la santé. Sur le continent, les progrès sont loin d'être uniformes, avec des contre-performances dans des pays relativement prospères. L'Afrique de l'Est a le plus progressé, étant partie d'une espérance de vie en bonne santé de 43 ans en 2000 pour atteindre 58 ans en 2019. L'Afrique du Nord, elle, se rapproche de la moyenne mondiale avec 63 ans, tandis que l'Afrique centrale, australe et de l'Ouest restent à la traîne, avec respectivement 54, 55 et 56 ans d'espérance de vie en bonne santé. C'est un rendez-vous culturel phare sur le continent. Le FIMA, le Festival international de la mode en Afrique, est de retour pour une 14e édition. À l'approche de cet événement prévu du 7 au 10 décembre à Rabat au Maroc, une conférence de presse dédiée à la présentation du programme était organisée ce 13 septembre au siège de l'UNESCO à Paris. Un sujet de la rédaction. Plus de 2000 festivaliers y sont attendus. Le Festival international de la mode en Afrique fera son grand retour au Maroc. Une 14e édition placée sous le thème « La synergie des cultures pour le développement de l'Afrique ». Après Darla en 2018, le FIMA mettra cette année le cap sur Rabat, désignée capitale de la culture africaine. Avant ce rendez-vous prévu en décembre, organisateurs et partenaires sont venus dévoiler ce 13 septembre au siège de l'UNESCO à Paris leurs attentes pour cette prochaine édition. L'initiative d'Al-Fadi est la bienvenue parce qu'elle va faire date et je pense qu'elle va susciter des petits après elle. Il y a un potentiel extraordinaire en Afrique, il y a des talents extraordinaires, que ce soit au sein du continent et même à travers la diaspora africaine qui vit en Europe, qui peut apporter aussi son savoir-faire. Donc ce sera l'occasion de réunir l'ensemble de ces compétences et savoir-faire pour essayer d'abord de promouvoir bien sûr la culture africaine et en même temps de promouvoir les industries créatives pour en faire un véritable levier économique en faveur de la jeunesse africaine. Depuis sa première édition en 1998, le FIMA œuvre à mettre en lumière le savoir-faire de tout un continent. Pour promouvoir cette diversité culturelle, des défilés, expositions ou encore concours rythmeront les 4 jours du festival. Autre temps fort de cette 14e édition, un colloque consacré au financement de la mode. Une thématique qui semble très importante aux yeux de celui qu'on surnomme le prince du désert. Les financiers comprennent qu'on doit mettre des millions de dollars sur un créateur.
africain. Un Africain ne peut pas être dit oh non, ma robe elle est très chère parce qu'elle coûte 200 000 CFA, parce qu'elle est fait seule, il n'a pas les moyens de le faire. Aujourd'hui, il faut que dans le cadre de comment financer les créateurs africains, il faut que les grandes banques comme Afreximbank, comme la BAD, comme la BOAD, commencent réellement à même des mécènes. Les mécénats européens qui ont financé les grands créateurs, mais pourquoi pour l'Afrique? C'est le combat et la protection intellectuelle. L'éducation, c'est une chose. Donc ça, c'est une chose que j'y crois et j'ai envie que ça se passe pour notre continent. Cette jeunesse, des créateurs, des grandes écoles, ils sont là aujourd'hui. Mais ils veulent aujourd'hui vivre de leur art. Mais s'ils doivent mourir avant de le faire, c'est pas la peine. Promouvoir les jeunes créateurs africains, c'est aussi l'ambition que s'est donnée le président du FIMA. Une ambition qui s'est concrétisée avec la naissance de l'ESMA, l'École supérieure de la mode et des arts à Niamey. Et le président fondateur du FIMA est avec nous pour en parler. Bonjour Alfadi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le FIMA 2022, c'est dans quelques mois. Comment appréhendez-vous cette 14e édition? Merci pour l'invitation. J'appréhende que c'est une chose positive. Nous allons faire ce FIMA dans le cadre de Rabat, capitale des cultures africaines. C'est une chose que 54 pays africains qui se réunissent à Rabat, démontrer cette synergie pour la créativité dans le cadre du CLJ avec Jean-Pierre Elombassi et le ministre de la Culture et même le Wali et même tous les ministères au niveau de Sa Majesté, parce que nous avons quand même le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a accompagné ce festival. Une manière de dire qu'aujourd'hui la culture, l'art est une industrie qui peut absolument donner un développement conséquent pour notre continent, créateur d'emplois, lutter contre la pauvreté et surtout empêcher notre jeunesse de partir ailleurs. On va les éduquer sur place et on va les garder grâce à la mode, grâce à la création. Justement, la force du FIMA, c'est aussi de promouvoir cette jeunesse, de lui donner plus de visibilité avec des concours de mannequins, de jeunes créateurs. Comment se déroule le processus de sélection? On imagine que vous avez dû recevoir beaucoup de candidatures. Nous avons déjà plus de 350 candidats au niveau des jeunes stylistes qui ont envoyé leur candidature à travers les 54 pays africains. Nous avons aussi des candidatures à travers les top modèles qui envoient aussi leur candidature. Concours de jeunes au niveau de la bijouterie, au niveau de la maroquinerie, au niveau du textile. Nous sommes déjà en phase, d'ici la fin du mois prochain, d'annoncer les résultats des gagnants qui vont venir, parce qu'on va leur payer leur billet d'avion, pour venir à Rabat présenter leur travail. Et puis il y a aussi l'ESMA que vous avez... Je suis heureux de pouvoir parler de cela encore. L'ESMA, une école supérieure de la mode et des arts, qui a été créée au Niger, où le gouvernement nigérien a donné de l'argent. Ils ont donné aussi 3000 m² de terrain pour qu'on construise la plus belle institution, la plus belle école supérieure de la mode et des arts au Niger, qui va promouvoir la jeunesse. Et puis c'est une école qu'on appelle école-usine. Beaucoup de jeunes talents africains de la diaspora peuvent venir travailler, étudier. Le Niger a besoin de ça. Ça fait quand même 40 ans de création que Alfadi est, mais 24 ans qu'on va fêter le FIMA. Une manière de montrer que le FIMA est né, mais il y a une école éducation aussi avec nous pour montrer à cette jeunesse dynamique que la mode, la créativité et le textile aussi peuvent être un outil de développement. Donc, de par le Niger, on peut faire de grandes choses. On l'a vu dans le sujet, vous avez lancé en quelque sorte un appel adressé aux grandes institutions pour qu'elles investissent davantage dans l'industrie de la mode en Afrique. Comment expliquer ce manque de financement alors que pourtant c'est un secteur synonyme de croissance? Tous les grands créateurs aujourd'hui, français, américains, s'ils n'ont pas de mécènes, ils ne grandissent pas. S'ils n'ont pas d'argent, comment les créateurs vont être reconnus mondialement, avoir des boutiques à travers le monde? Yves Saint Laurent ne peut pas être Yves Saint Laurent s'il n'a pas Pierre Berger, s'il n'a pas LVMH. Vuitton, qui est aujourd'hui une grande marque, ne peut pas être Vuitton ou Gucci s'il n'y a pas LVMH derrière. C'est ça qu'aujourd'hui on appelle le mécénat africain à comprendre. On appelle les grands financiers, les grandes banques comme Afreximbank qui avaient promis, on était à Luanda, 500 millions de dollars dans le cadre de cette grande réunion pour la culture et pour la mode et pour la musique et pour le théâtre. Et la BOAD est une institution qui est en train de faire des grandes choses par rapport à la culture et par rapport à l'art. Donc il faut qu'aujourd'hui, nos dirigeants politiques et les grands financiers y croient, qu'on mette l'argent sur les créateurs. Un créateur seul ne peut pas être créateur, être distributeur, être financier lui seul. L'Afrique ne peut pas grandir comme ça. Ce ne sont pas leurs priorités. Ce n'est pas leur priorité. Et la priorité est qu'ils doivent absolument créer des ministères de la culture qui s'imposent, qui doivent avoir les moyens d'accompagner les créatifs, aussi bien la peinture que la sculpture, mais surtout les créateurs au niveau de la mode. Aujourd'hui, un simple rappeur, quand il a une image, un nom, on met de l'argent sur lui.
vous avez vu de grandes stars américaines, c'est des grands financiers français qui mettent l'argent sur eux pour qu'ils se grandir. Et les Japonais, pareil, c'est les grands groupes français qui mettent l'argent sur eux. L'Afrique n'a pas cette chance. Il faut qu'on ait cette chance pour qu'aujourd'hui la mode soit financée et puis protégée. Il y a aussi la protection intellectuelle. On doit protéger les marques, les œuvres, le travail et éduquer. D'où l'accord d'avoir avec le gouvernement. Les 54 pays africains doivent se donner la main. On est en train de créer une très grande institution de mode au Niger. On se donne la main chacun pour que cette institution soit, même si c'est une institution qui a été créée par nous, c'est pour le continent africain, pour les éduquer et pour les amener réellement à se comprendre, à s'aimer. Tant que l'Afrique n'est pas unifiée au niveau de la culture, au niveau de l'art, l'agrandissement, on ne va pas trop grandir, mais il est important qu'on le fasse. Comment le ministère de la Culture vous accompagne pour développer tous ces projets? Merci beaucoup. On a un ministère de la Culture qui est très bien, un jeune ministre qui est agréable, qui est fabuleux, mais qui n'a pas les moyens de sa politique. On a toujours dit que le ministère de la Culture, c'est le parent pauvre des ministères du Niger. On a par contre un président qui est Mohamed Bazoum, qui est extraordinaire, qui croit, qui aime la culture et qui aime surtout l'éducation. Donc il faut absolument qu'on se base sur Mohamed Bazoum pour essayer de donner ce dynamisme-là de la culture au niveau du Niger et accompagner les créatifs. Nous avons aussi un roi aujourd'hui, le roi du Maroc, Mohamed VI, que Dieu l'assiste, croit à la création, crée des écoles, fait des synergies entre les pays africains. L'Union africaine aussi existe. Donc, avec Mohamed Bazoum, avec le président du Niger, et avec le président du Niger et le roi du Maroc, et avec l'Union africaine, et avec le gros financier, on va pouvoir y arriver, à pouvoir réellement donner une dynamique à la culture, à la création africaine. Une dernière question, Alfadi. Vous avez été nommé en 2016 artiste de l'UNESCO pour la paix. À l'heure où le Niger est en proie à une crise sécuritaire, comment vous êtes parvenu à véhiculer ces valeurs par le biais de la mode et plus généralement de la culture? Déjà, le Niger avait des problèmes de rébellion en 1998 quand j'ai commencé à faire le festival. On a arrêté une rébellion. On a donné une dimension qu'aujourd'hui, on peut ouvrir le tourisme qui était fermé dans le nord du Niger. On a amené les Nigériens à s'entendre, à être ensemble, par la beauté, par la création. Yves Saint-Laurent, Kenzo, Christian Lacroix, Patéo, Colesso Ardo, tous les grands créatifs sont venus m'accompagner. 8 présidents étaient arrivés avec leurs dames pour accompagner ce grand festival de mode qu'on a fait grâce à un président qui était visionnaire, qui était le président Barré Menesala. Après, on a eu Tangia, on a eu le président Youssoufou. Aujourd'hui, on a le président Mohamed Bazoum qui accompagne avec la possibilité d'avoir des rois qui nous accompagnent. Donc aujourd'hui, visionnaire, c'est certain, mais aujourd'hui, par la paix, on peut faire beaucoup de choses. L'UNESCO est comme un parent aujourd'hui pour moi. L'UNESCO m'a nommé en 2016 ambassadeur artiste pour la paix de l'UNESCO et depuis 2 mois on m'a nommé ambassadeur de bonne volonté pour l'UNESCO. C'est une grande chose déjà. C'est quand même être à un niveau de comprendre qu'aujourd'hui avec l'UNESCO on va pouvoir s'occuper de la jeunesse, s'occuper de l'éducation, s'occuper surtout de paix. Et je vais pouvoir partir dans des endroits risqués, difficiles, être avec des grands professeurs qui s'occupent de la jeune femme, de l'éducation, de la beauté. La femme, pour moi, est tout. La jeune femme fait du beau travail. Il faut l'accompagner. Et les enfants, la jeunesse, c'est une chose qui me tient à cœur. Il faut les éduquer, leur donner le chance de l'accompagner. Merci beaucoup, Alfadi, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président fondateur du FIMA, le Festival international de la mode en Afrique, dont la 14e édition se déroulera à Rabat, au Maroc, du 7 au 10 décembre prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, que tout le monde soit là. On vous attend tous. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.